J'ai un problème de réseau. Envoie les réponses chez moi, Alors, je vais vous lire un pasouk de la paracha. Alors, faire les Elohim Nishmat pour la réfoua Shlema de Yaakov Israël Ben Chaya, de Nissim Ben Yael, Netanel Eliyahu Ben Dvorah, Zev Yechezkel Zen Abigail Chaya Rachel, Bat Luna, Chaya Bat Luna, Abigail Yafa Bat Joël Noah. une liste comme ça de Khayalim, mais on peut pas. Ils sont blessés. Pour la réfoua de tous, si on l'a dit vite. pour la réforme de tous les Chayalim. Tous les Chayalim, Tov, vous savez que Shabbat dernier, on a lu 2 parashiot. Acharemot, Kedoshim. Les 2 parashiot d'Acharemot, Kedoshim font partie des parashiot dans lesquels il y a le plus de mitzvot dans la Torah, surtout parashat Kedoshim. Alors évidemment, on pourrait faire un shiur d'1h30 sur chaque pasouk pratiquement, ou même plus. D'ailleurs, il suffit de voir les bibliothèques dans les Baté Midrashot pour comprendre combien il y a d'encre qui a été versée sur ces parachiotes. Beaucoup de choses ont été dites. Moi, j'aimerais vous parler de 2 psukim dans la paracha. À 3h alors. À 3h. 3h30 par Pasouk. La paracha, elle le dit comme ça. Achare mot shene bene Aaron bekorvatam lifnei Hashem vayamutu. D'accord? Donc Hashem, il parle à Moshe Rabbeinu après la mort des 2 fils d'Aaron. Rappelez-vous, Aaron, il avait 4 garçons, 4 fils. Nadav va'Avihu, Elazar et Itamar. Nadav va'Avihu, la Torah nous a dit avant, comment ils sont morts? Ils sont morts, Behakrivam esh zara lifnei Hashem. Littéralement, si on voulait traduire mot à mot, Behakrivam, donc en approchant, esh zara, un feu étranger, lifnei Hashem devant Hashem. Rappelez-vous, on avait dit, quel jour ça se passe? Vayi bayom Hashemini. C'est-à-dire c'est Rosh Chodesh Nissan. On nous dit que ce jour-là, il a pris, dans l'histoire, c'est le jour qui a pris le plus de couronnes. C'était le jour qui était l'aboutissement, presque depuis la création du monde. La création du monde, la faute, l'esclavage en Égypte, d'accord, je saute. On sort d'Égypte, Matan Torah et construction du Mishkan. Construction du Mishkan, quand est-ce qu'il est inauguré? Il commence une semaine avant Rosh Chodesh Nissan, tous les jours il y avait. Et le 8e jour, Rosh Chodesh Nissan, c'est l'apothéose. La mamash, C'est les concerts et tout. c'est les concerts, il n'y a pas Tachanoun, c'est Rosh Chodesh, d'accord? Donc il y a Hallel, etc. Donc tout est réuni pour que ce soit un jour très très saméach. Ce jour-là, 2 des fils d'Aaron, ils vont faire quelque chose. On ne va pas entrer dans quoi pour l'instant. Et à cause de cela, Hachem, il va envoyer un feu qui va les consumer et ils vont mourir. Et on nous dit que ce jour de tellement grande simcha, c'est comme pour nous dire en fait, il n'y a pas de simcha complète dans ce monde. D'accord? Même ce jour, comme le jour de l'inauguration du Mishkan, il a été entaché par une peine, c'est la mort des fils d'Aaron. On a déjà parlé de ça. Maintenant, Hachem, dans Parashat Acharemot, Vaïdaber Hachem el Moshe Acharemot shene ben Aaron bekorvatam lifnei Hashem vayamutu. Donc Hachem parle à Moshe après la mort des fils d'Aaron, suite au fait que bekorvatam lifnei Hashem, qu'ils se sont approchés d'Hachem et ils en sont morts. Vayomer Hachem el Moshe daber el Aaron achicha ve'al yavo vechol et el hakodesh. Hachem il dit à Moshe, parle à ton frère Aaron ve'al yavo bechol et el hakodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils viennent pas n'importe quand dans le Beth Amikdash, enfin dans le Mishkan pour l'instant. Mi bet la parochet, derrière, d'accord, les tentures, devant le caporet qui est juste face au Aaron, velo yamut, afin qu'il ne meure pas. C'est-à-dire Hachem il dit à Moshe Rabbeinu que tu as vu, Nadav et Avihu ils sont morts. Dis bien à leur père, ton frère Aaron, que lui aussi il peut pas rentrer quand il veut dans le Beth Amikdash. Sinon, velo yamut, sinon il risque de mourir. Ki be'anan erae à la caporet. Parce qu'il y a des moments où je sais que j'apparais dans le caporet, il y a une nuée au-dessus, d'accord ou pas? Comme dit Rashi, Ki tamid ani nir'a sham im amud anani, ulfi shegalui shchinati sham, izaher shelo yargil lavo. Quand je suis, qu'il y a ma shrina qui est là, il y a un siman dehors. À ce moment-là, il sait que lui ne doit pas approcher. Avant la rentrer alors ils n'avaient pas eux la kavana de... Vous savez, certainement. Aaron, il peut rentrer s'il veut, mais il se met en danger.
D'accord ou pas? Donc, comme Nadav Avihu, ils sont rentrés. D'ailleurs, Rachid nous dit pourquoi il y a besoin d'écrire Acharemot Shene Bene Aaron. Pourquoi il y a besoin de dire que tout ce que Hachem il dit à Moshe, c'est après la mort des fils d'Aaron. Pourquoi? Parce que veut dire, c'est comme si tu vas voir un médecin, il va voir son patient, il va lui dire, tu sais, il faut pas boire du coca, c'est pas bon pour la santé. Ok, mais imagine, il dit, faut pas boire du coca, c'est pas bon pour la santé, et si tu bois, tu vas mourir comme l'autre, il est mort. Ah, ça fait plus peur. D'accord ou pas? Là aussi, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, dit à Aaron qu'il n'a pas le droit de rentrer quand il veut dans le Beth Amikdash. Mais quand il dit ça, regarde ce qu'il y a eu avec ses fils. D'accord, ça parle plus. Et juste après, il y a écrit, Bezot yavo Aaron el Kodesh. C'est ainsi, comment il traduit en français? Avec ceci, Aaron viendra. Bezot yavo Aaron el Kodesh. Et là, on nous dit, en fait, quels habits il devait porter lorsqu'il vient. Le problème, c'est que les Chachamim ils comprennent pas. Pourquoi il y a besoin d'écrire ce mot Bezot yavo Aaron el Kodesh? Pourquoi Hachem, il dit pas tout simplement, quand Aaron viendra au Beth Amikdash, il faut qu'il porte tel habit. Lui, c'était le Kohen Gadol, il avait les bigdés à Keuna. Il y avait les autres Kohanim, ses fils, et tous les autres Kohanim qui portaient d'autres Gadim. Non, Bezot, ça veut dire, pourquoi, tu vois, il y a une longueur là. C'est ainsi que Aaron doit venir dans le Beth Amikdash avec tel et tel habit, etc. Ok, retenez cette question. Maintenant, je passe à la fin de la paracha. Vous savez que parachat Acharemot, en fait, de quoi elle parle juste après? Après nous avons dit les habits qui devaient, comme on parle du Kohen Gadol, en fait, juste après, on nous parle de toute la avoda du Kohen Gadol le jour de Kippour dans le Beth Amikdash. Vous avez vu la tefila de Moussaf qu'on fait comme c'est long à Kippour? C'est quoi tout ça? C'est en fait, on répète dans une longue Amida, dans la Chazara, on répète tout ce qui se passait dans le Beth Amikdash. Baruch haba. Hola muchachos. Ça va? Baruch Hashem. D'accord? La Torah ici, c'est là qu'elle nous dit tout ce qui se passait dans le Beth Amikdash le jour de Kippour. D'ailleurs, la première partie de la paracha, Acharemot, c'est la lecture de Kippour du matin. Le jour de Kippour, le matin à la synagogue, on sort de Sifrei Torah. Dans un des deux, le premier des deux, on lit tout ça. L'histoire du Saïr Lachem, Saïr la Azazel, d'accord? Tout ce qui se passait, qu'on envoyait le Saïr qui était jeté, la Grala qu'on faisait, tous les corbanotes du Kohen, tout ça, c'est la lecture du matin de Kippour. Alors, qu'est-ce qu'on lit à Kippour l'après-midi? Kippour s'appelle Shabbat Shabbaton dans la Torah. C'est comme un Shabbat. Donc à Kippour, on sort un Sefer Torah l'après-midi aussi. Comme un Shabbat, on lit. Qu'est-ce qu'on lit Shabbat à Kippour l'après-midi? Il y a même une Haftara d'ailleurs à Kippour l'après-midi, Haftara de Yonah. Mais qu'est-ce qu'on lit dans la Torah? On sort un seul Sefer Torah. Kippour l'après-midi. Qu'est-ce qu'on lit? Alors, on lit la fin de Parashat Acharemot. C'est-à-dire, le matin, on lit le début, toute l'histoire du Kohen Gadol le jour du Kippour dans le Beth Amikdash. Et à Mincha, on lit la fin. C'est quoi la fin? Je vais vous le lire. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Donc Hashem parle à Moshe. Daber el Bnei Israël ve'amarta alehem. Donc parle aux Bnei Israël et tu leur diras. Ani Hashem Elokechem. C'est-à-dire quoi? Kilo Hashem il se présente. Je suis l'Éternel votre Dieu. Et là, regardez où il va en venir Hashem. Et là, il faut bien écouter le verset. Kemaase eretz Mitzraim asher yeshavtem ba lo ta'asu. Ça veut dire ce que vous avez fait. Ah, je relis. Kemaase eretz Mitzraim asher yeshavtem ba lo ta'asu. Vous étiez là-bas, ce qu'ils ont fait, c'est ça? Il n'y a pas écrit pendant que j'étais là-bas. Il y a écrit Asher yeshavtem ba. C'est-à-dire, mot à mot, comme les actions des Égyptiens qu'ils faisaient, d'accord ou pas, vous qui avez vécu chez eux, donc, Kemaase eretz Mitzraim, comme les actions de la terre d'Égypte dans laquelle vous avez vécu, Asher yeshavtem ba lo ta'asu. Donc on comprend. Il ne faut pas faire les actions, les comportements, on ne doit pas avoir la corruption, etc. des Égyptiens. Première chose. Je continue le verset, le même. Uchmaase eretz Kenaan, asher ani mevi etchem shama, lo ta'asu. Ça veut dire quoi? Et comme les actions des gens qui occupent la terre de Kenaan, vers laquelle je vous conduis, puisque c'est Eretz Israël, ça aussi, lo ta'asu, vous ne ferez pas. Ne suivez pas leurs mœurs. Et mishpatai ta'asu ve'et chukotai tishmeru lalechet bahem.
suivez bien mes lois, mes préceptes en les suivant. Ani Hashem Elokechem. Ushmartem et chukotai vet mishpatai, asher yaaseh otam ha'adam vachai bahem. Ani Hashem. Vous garderez mes préceptes, mes commandements, que l'homme qui les fera vivra. Ani Hashem, je suis votre Dieu. De quoi on parle? C'est général. Faites mes mitzvot et ne faites pas comme les Égyptiens ou comme Eretz Kenan. On va pas tout lire. Il y a plusieurs psukim, toute la lecture de Kippour l'après-midi, qui suivent, et c'est ce qui s'appelle dans le langage de nos Chachamim, Parashat Arayot, c'est-à-dire la paracha des relations sexuelles interdites. C'est-à-dire, je vous lis le premier, Ish ish el kol she'er besaro lo tikrevu legalot erva ni Hashem. Ervat avicha vervat imecha lo tegale. On n'a pas le droit de se marier avec sa mère. On n'a pas le droit de voir la nudité de son père. On n'a pas le droit d'avoir une relation avec la femme de son père, même si c'est pas sa mère. D'accord ou pas? On n'a pas le droit d'avoir une relation avec sa sœur, fille du père ou fille de la mère. Bat bincha, ta petite fille. Ou bat bitecha, du côté de ton fils ou ta fille. Bat eshet avicha, la fille de la mère de la femme de ton père. Imagine un homme, il est remarié. Demi-sœur. Ta demi-sœur, si tu veux, exactement. T'as pas le droit. D'accord ou pas? Ervat achot avicha, une tante. D'accord ou pas? Achot imecha, une tante du côté de la mère. Achi avicha, le frère de ton père, pour une femme. D'accord ou pas? Ou bien la femme du frère de ton père, une tante par alliance. D'accord ou pas? Mon père, c'est mon père. Son frère, c'est mon oncle. Et la femme du frère, c'est quoi pour moi? Ok, on dit c'est tata, c'est ma tante. Mais en réalité, c'est une tante parce qu'elle est mariée avec mon oncle. Elle aussi, elle est interdite. D'accord ou pas? La mère de ta belle-fille. Mais tout ça. Attends 2 minutes, il faut que je me fasse le schéma. La mère de ta belle-fille. Non. Elle est divorcée. Ah. Toi, un homme, il s'est divorcé. Ouais. Entre-temps, son fils s'est marié avec une fille. Et il se rend compte que sa belle-mère, elle est célibataire, il peut pas se marier. Ils s'entendent bien. C'est une bonne question. Parce que c'est l'inverse. Bonne question. Parce que c'est sa... Parce que là, d'après, on parle de Ervat Kalatra Lotegale. Oui. Ta belle-fille. Évidemment, t'as pas le droit d'aller avec ta On parle belle-fille. tout ça après le divorce? Non, donc après le divorce. C'est pas après divorce. Toutes ces relations, c'est après que ces personnes ont divorcé, la Attends. tante. Attends, 2 minutes. Mais non, attends. Il faut faire une akdama. Avant, comment ça se passait les relations hommes-femmes? Comment ça s'officialisait avant? Avec les Kiddushin. Non, avec les... Avant ça, avant Oui, ça, avant ça. oui, ça avec un kinyan. Comment? L'âne, Avec l'anneau, la relation. Bien fait. Avec Bien. Bia. Ça veut dire qu'avant, Kesef, comment un homme il Shtar. était conné, entre guillemets. Aujourd'hui, ça se fait pas de dire qu'un homme il connaît une femme, comme si une femme c'est un objet. Donc on va pas dire. Mais dans la Torah, les kiddushin s'appellent un kinyan. De la même façon qu'un kinyan, tu vas à la Macolette, t'achètes une pomme. Quand tu te maries, tu fais le kinyan. D'accord ou pas? T'achètes une maison. D'accord? C'est faire acquisition de. Dans la Torah, la femme appartient à l'homme, pas le contraire. D'accord ou pas? Bien fait. Alors comment ça se passe le kinyan? D'accord? D'après la Torah, c'est ou bishtar, ou bekesef, ou bebia. Et il y a écrit que shtar et kesef, la Gemara elle te dit, shtar et kesef, il faut expliquer pourquoi. D'où ça marche que je fais une ketouba, et ça, cette femme, je l'ai épousée. Ou bien j'ai donné kesef, ou j'avais kesef, une bague, Ariat Mekudeshetli, elle est Mekudeshet. La Gemara elle a besoin de ramener des psukim pour expliquer d'où ça vient. Mais par contre, bia, c'est logique. Zé derech hakinyan. D'accord ou pas? De la même façon que comment tu achètes une maison. Le vrai kinyan d'une maison, à l'origine, c'est quoi? La construire. Non? De rentrer dedans. Non, la construire, tu l'as pas achetée, elle est à toi, c'est toi qui l'as construite. Non, sur le terrain. C'est l'habiter. Quand tu habites la maison, c'est quoi le problème d'après la halakha des squatteurs? Pourquoi il y a écrit comme ça que Harotse Sheit Kaimu Nechasav, la Gemara dit, Yita Bahen Eder. Même quelqu'un qui est très très riche. Aujourd'hui c'est facile, on met partout des caméras, on surveille tous nos biens. Quelqu'un qui a plein de propriétés dans le monde entier. C'est facile de surveiller aujourd'hui. Mais à l'époque, imagine il y avait un bonhomme qui habitait à Tel Aviv et qui avait une propriété à lui à Ashdod. C'est ce que c'était à l'époque pour aller de Tel Aviv à Ashdod. Il y allait une fois par an pour voir un peu comment c'était entretenu. Imagine un jour le gars il va et puis il avait un champ et il voit quelqu'un qui a construit dedans une maison. Il avait carrément une maison et il voit un gars qui squatte qui est là, qui est chez lui. Il va au Beddin, il veut le mettre dehors. Qu'est-ce qu'il lui dit le Beddin? Il dit, ah oui, il est chez lui. Quand il est chez lui, il est chez moi. Il dit, il est chez lui. Il s'est installé
il a fait un maasé kinyan. Si moi maintenant je prends ta veste et je la lève, elle est à moi, je te l'ai volée. Mais elle est à moi. C'est-à-dire pour qu'on puisse considérer que j'ai volé quelque chose, il faut que ce soit passé de chez toi à chez moi. Si j'ai juste bougé ton gilet, tu vas me dire je suis un voleur? J'ai rien fait. À partir de quel moment je deviens un voleur? Quand je montre qu'il est à moi, alors qu'il n'est pas à moi. Mais comment je fais pour que je montre qu'il est à moi? C'est-à-dire il faut que je fasse un kinyan. Alors un gilet, c'est en le mettant ou le soulevant. Un objet qui se déplace, c'est en le tirant. Non, pas. Je vais chez toi, je vais te prendre une chaise. Je tire la chaise, Arba Mot, elle est à moi. Des fois c'est en levant, des fois c'est en tirant. Et quand c'est Nechassim Delo Naïde, une maison, ça bouge pas. Nadlan, c'est quoi Nadlan? Tu sais, quand on dit je travaille dans l'immobilier, ça s'appelle l'immobilier, c'est immobile. Nechassim Delo Naïde, c'est ça Nadlan. Des Nechassim qui bougent pas. Donc c'est pas comme ta chemise que je peux la soulever, elle est à moi. Donc comment je fais pour acquérir une maison? Alors ok, aujourd'hui on fait comme le mariage, shtar, kesef, d'accord? Ou bien, je m'installe et je suis noheg, je me comporte comme le propriétaire, je vis dedans, je cuisine, je vais me coucher, etc. C'est à moi. C'est à moi. Quand en plus il y a une chazaka, parce que j'étais là-bas 3 mois, chazaka en plus c'est une présomption, c'est-à-dire que quand maintenant toi tu débarques, ça fait 6 mois que tu n'étais pas là et tu viens, mais même les gens ils vont dire, mais à toi ils vont dire, c'est toi le voleur, il est chez lui, nous ça fait 6 mois on le voit, il habite, il élève ses enfants là-bas, il cultive le jardin. C'est privé. Je parle de privé moi, je parle de privé, c'est ta terre que moi j'occupe depuis 6 mois illégalement. Toi tu viens, comment tu vas prouver que c'est à toi? C'est pas la logique de la Torah dans ce cas. Attends, alors qu'est-ce qu'elle dit? Regarde, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara elle te dit, tu sais quoi? Si tu veux maintenant ne pas mettre en péril tes biens, vas-y fais en sorte que même quand t'es pas là, tout le monde sache que c'est à toi. Comment tu fais ça? Une des façons, non, moi je parle à l'époque. Une des façons, elle te dit, Yita Bahen Eder. Eder, c'était un arbre majestueux, tellement beau, que quand il y a un arbre comme ça dans un jardin, tous ceux qui passent devant, ils disent, qu'est-ce qu'il est beau cet arbre. Et tout le monde dit, ça c'est l'arbre de Nat. Donc du coup, même si moi je viens m'installer, d'accord ou pas, et je vis, etc., quand toi tu reviens, tu vas te dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu dis, mais quoi, je suis chez moi, je suis un squatter, d'accord, je suis un voleur, l'école d'Allah, mais en tout cas, c'est ce que je veux dire, et je dis à tout le monde, ma pita, c'est chez moi, vous voyez bien, tout le monde est là, tout le monde voit que j'habite ici. Lui, qu'est-ce qu'il peut dire? C'est comment il s'appelle l'arbre? L'arbre de Nat, donc c'est chez moi. Comme ça. Ouais, c'est des édimes. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, c'est un D'accord, pas. immobilier. C'est une preuve qui vient. C'est un D'accord. Nadlan. Mais Kitso, tout ça pour vous dire que. Donc, tu as demandé à quel moment ça se passe. Ouais, c'est C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que, en fait, à l'époque, un homme, il pouvait avoir une relation avec une femme qui lui est permise. Lui, il est panouille, elle est penouilla. C'est le langage des chachamim. Une penouilla, c'est une fille qui n'est pas mariée. Une femme qui n'est pas mariée. D'accord ou pas? Donc, j'ai le droit. Écoutez, le Rambam, il dit comment ça se passait à l'époque. Un homme et une femme marchent dans la rue. Un homme, il repère une femme, elle lui plaît, il accoste, il la prend chez lui, il va avec elle. Elle devient Ishto l'école d'avant. C'est sa femme, ça y est, elle est mariée. Après, les Chachamim sont venus, ils ont dit non, il faut quand même, il faut Kesef, Shtar, Kiddushin. Il y a une Kedusha dans la relation, c'est pas que c'est pas un objet. Enfin ou pas? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Torah vient te dire, on te donne une liste de 15 femmes, d'accord ou pas? Par rapport à l'homme, ces femmes-là, elles sont interdites. Ça veut dire, imagine un homme, il se dit, moi je vais aller Chacharam avec ma mère. Attends, deux secondes, je vais aller avec ma mère. Et moi, on m'a appris que quand un homme va avec une femme, la femme devient sa femme. Est-ce que tu peux dire la même chose avec ta mère? Toi, tu dis non. Il faut pas aller Hervat, enfin, je vous l'ai lu, on va pas avec sa mère. Je vais aller avec ma sœur. Il y a des femmes que c'est lo yazor. Si tu le fais, c'est un issour. Et d'ailleurs, un peu plus loin dans la Torah, dans les parachas qu'on a lu hier, à la fin de parachat, ça c'est la fin de la Charemot. À la fin de Kedoshim, il y avait tous les onashim. Si c'est avec un homme, il est avec sa sœur, chayav mita comme ci, chayav mita comme ça, etc. D'accord? Pour chacun, il y a à condition qu'il y ait des edim, qu'il y ait une atra'a. D'accord? Il faut des conditions pour qu'il puisse avoir un chayav mita. Donc là, ici, la Torah, elle vient te détailler tous les cas de figure interdits dans la relation homme-femme. D'accord? Jusque là, c'est bon? Tout ça, c'est la lecture de Yom Kippour l'après-midi. Les Chachamim me demandent déjà pourquoi on lit ça à Kippour. Pourquoi on lit ça à Kippour? Est-ce que le jour de Kippour, il y a un bonhomme qui a la tête à penser à un issour de cet ordre? Surtout que le matin, on parle du Kohen Gadol, du travail qu'il fait, et d'un coup, on parle de relations. Alors, de là, les Chachamim, ils te disent, cette phrase que moi j'aime tellement, que
Yarda Torah les sof dato shel Adam. Si quelqu'un connaît l'être humain mieux que personne, c'est la Torah. Vous vous rappelez l'histoire que je vous ai raconté un jour d'un rave qui avait 90 ans. Et il avait une aide ménagère, parce qu'il était vieux, il était veuf, il vivait seul. Il avait toujours un talmide avec lui. Et un jour, l'aide ménagère, elle est revenue câlirer le soir, chercher quelque chose à la maison, je sais pas quoi, et lui, il était seul à la maison. Et d'un coup, le talmide, il vient pour rentrer, il dormait avec le rave, il voit le rave dehors dans le froid, il dit, qu'est-ce que vous faites dehors? Il dit, non, mais il y a elle qui est venue. Il dit, alors? Il dit, il y a un problème de yichoud, un problème de s'isoler avec une femme. Et là, le talmide, il a pas pu s'empêcher, il dit, rave, vous avez 90 ans. L'aide ménagère, elle a 75 ans, elle est moche comme un pou. Il dit, qu'est-ce que, Makvar Yacholiot, de quoi? Qu'est-ce qu'il a répondu le rave? Il dit, le Yetzirah, il est tellement fort qu'il est capable de me faire croire que j'ai 20 ans et de me la faire croire qu'elle aussi elle a 20 ans. Si la Torah t'a dit que c'est Isor Yichud, c'est Isor Yichud. Si vous voulez, un jour on étudiera les halachot Yichud. Est-ce que tu peux, quand tu rentres dans l'ascenseur, s'il n'y a qu'une femme? C'est chez là. Tu veux prendre un taxi et hop, qui c'est qui s'arrête? C'est une femme qui conduit. Chez là. D'accord? Il y a plein de questions. Okay. Là, on ne parle pas de Yichud, on parle de Avera. Pire là. C'est la lecture qu'on lit le jour de Kippour. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Torah elle veut te dire déjà, sache que ne crois pas que parce que ça fait 20 heures que tu jeûnes, que tu es devenu un ange. C'est vrai que là, tu es faible, là, même si on te met une femme devant toi, tu dis Rachat Shalom, le jour de Kippour, Aval, un homme, c'est un homme. Donc la Torah elle vient et te dit en fait les deux extrêmes. Le matin de Kippour, on te parle du plus haut niveau de Kedusha, le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh à Kodashim. Et l'après-midi de Kippour, on te dit, viens, on remet les choses à leur place. Ata Ben Adam, regarde c'est quoi tes dangers à toi. Ish, d'accord ou pas, qu'un homme il fasse pas tout ça. Comment la paracha des Harayot, elle est introduite? Je vous en ai dit que 4-5 des Harayot, mais de toute façon, il y en a plein d'autres, d'accord ou pas? La petite fille aussi, ou bien Isha ou Bita, la belle fille, ça veut dire, quand je dis la belle fille, ça veut dire quelqu'un qui se marie avec une femme, d'accord? Mais une femme qui a déjà des enfants. Un gars, il a 40 ans, il se marie, il épouse une femme divorcée ou veuve qui a des enfants. Il vient vivre chez lui. Et un jour, il tombe amoureux de la belle-fille, ou pas. Et entre-temps, il a divorcé de sa femme. Donc, lui, il est plus engagé avec elle. Il se dit, je vais épouser la fille de mon ex-femme. Tu peux pas. D'accord, pas. Dès qu'il y a eu mariage, de base, elle serait permise, elle, si tu t'étais pas marié avec la mère. Mais une fois que tu as épousé la mère, la fille, elle devient interdite. Évidemment, c'est là qu'on parle de la femme Nida. Dans ce même ordre. La femme Nida, c'est ta femme. Et pourtant, pendant la durée de la Nida, pendant le mois, elle est Asura. Ok. Et elle te dit, la Torah, que si tu fais toutes ces choses-là, tu risques d'être éjecté, expédié, enfin renvoyé d'Eret Israël. C'est-à-dire que Eret Israël écrit Velo taki haaretz etchem, que la terre ne vous vomisse pas. Y compris Nida, il y a une Nida dedans. Bien sûr. Nida, c'est grave. Ok. Maintenant, écoutez bien. Comment toute la paracha des Harayot, elle est introduite? D'où ça vient Harayot? Harayot, c'est le pluriel de Herva. Herva, c'est la nudité. Donc en fait, dans la Torah, quand elle veut dire on n'a pas le droit d'avoir un rapport avec telle femme, on dit Hervat Bito, Hervat Bita, Hervat Bena, Hervat, d'accord? Lotikrav, tu n'as pas le droit de t'approcher de la nudité de ta fille, de ta sœur, de ta mère, de ta grand-mère, etc. D'accord ou pas? Donc du coup, cette paracha qui parle de tout ça, elle s'appelle paracha des Harayot. Toutes les Herva. Très bien. Comment il commence ce passage-là des Harayot? Je vous ai lu le pasouk. Hachem, il dit à Moshe de dire au Bnei Israël, vous ne ferez pas comme les Égyptiens faisaient, là où vous avez été pendant un moment, ni comme les Bnei Eret Israël, enfin ceux qui occupent pour l'instant Eret Israël, font actuellement là où vous allez aller au bout des 40 ans. Je vous lis Rashi. Kemaase Eretz Mitzrayim, fallait que je le retrouve. Voilà. Kemaase Eretz Mitzrayim. Rashi nous dit Magid Shemaasehem Shel Mitzrayim ve Shel Kenaanim Mekulkalim Mikol Haumot. De là on apprend que les actions des Égyptiens et des Kenaanim, c'est-à-dire ceux qui occupent Eretz Israël, étaient les actions les plus corrompues de toutes les nations. Et Rashi ajoute, en citant le Midrash, Ve'oto makom sheyashvu bo Israël,
Et là où les Juifs vivaient en Égypte, c'est-à-dire en Eretz Goshen, Mekulkal Minakol, c'était encore les pires des pires. C'est-à-dire en fait, il faut comprendre que là où il y a de la Kedusha, il y a la Touma qui s'accroche. Pourquoi c'est en Israël qu'il y a la plus grande Gay Pride au monde? La plus grande Kedusha aussi. Parce que c'est là qu'il y a beaucoup de Kedusha. Là où il y a la Kedusha, la Touma, elle s'accroche. Elle veut pas. Il y a une lutte de tout temps, et ça s'arrêtera que quand il y aura la Géoula, entre la Kedusha et la Touma. Là où il y a de la Kedusha, il y a de la Touma. Quelqu'un, il a un jour des bonnes résolutions, je vais me lever tôt un matin, un truc, puis Tom, Hachem, le Satan, il fait que, tout ce qui est Kadosh, la Touma, il essaye de couper l'herbe sous les pieds. Là aussi, en Eretz Mitzrayim, déjà, tout était mauvais. Mais on veut te dire, là où les Juifs habitaient en Égypte, Eretz Goshen, c'était le pire de tout. Donc Hachem, il veut leur dire, vous avez vécu là-bas, vous les avez vus vivre, vous les avez vus se marier dans tous les sens. Ça, vous ne devez pas refaire. Et c'est quoi la suite? Uchmaase Eretz Kenan. Uchmaase Eretz Kenan asher ani mevi etchem shama. Magid, il nous dit, sheotam amamin shekavshu Israël mekulkalim yoter mikula. Quand dans le Sefer de Yehoshua, juste après Devarim, on va raconter toutes les guerres de conquête à l'époque de Yehoshua en Eretz Israël, avant qu'on ait le Beth Amikdash et tout. Donc les Juifs, ils vont rentrer, ils vont commencer à conquérir partout et s'installer. Yericho, tout, d'accord? Il faut savoir que là où les Bnei Israël arrivaient avec leur Kedusha, en réalité, c'était là où il y a eu le plus de Touma. La Touma qu'il y avait en Eretz Israël n'avait rien à envier à la Touma qu'il y avait en Mitzrayim. Ça, c'est... Donc c'est pour ça que la Torah, elle vient et te dit, quand elle veut dire au Bnei Israël toutes les interdits dans les relations, elle te dit, sache, les deux modèles à fuir, c'est les Égyptiens en Égypte, et surtout là où vous viviez, parce que vous les avez vus vivre, c'était les pires des pires, et tous les Canaanim, Bavlim, tous les peuples que vous allez conquérir quand vous allez rentrer en Eretz Israël, surtout là où vous allez vous les conquérir, c'est là les pires. Très bien. Le Kli Yakar, c'est un commentateur, il demande sur ce pasouk, il dit pourquoi il y a besoin de la répétition. Regardez. Kemaase Eretz Mitzrayim, etc. Lotasu. Uchmaase Eretz Kenan, etc. Lotasu. Pourquoi il n'y a pas écrit Kemaase Eretz Mitzrayim, ou Kemaase Eretz Kenan, Lotasu. Tout est répété en double. Et lui, le Kliyakar, en fait, il a un chidouche. Un chidouche, mais mec qui est nifla. Il va nous dire, en réalité, quand Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu de dire au Bnei Israël ce verset, c'est-à-dire, comme ce que font les Égyptiens, vous ne ferez pas. Comme ce que font les Canaanim, là où vous allez aller, vous ne ferez pas. En fait, Hachem, le pshat, c'est comme il a dit Rashi. Ça veut dire, vous voyez comment eux, ils se comportent, vous ne devez pas faire. Ça, c'est le pshat. Mais le Kliyakar, il donne ici un pirouche qui est incroyable. Il va dire, en fait, c'était ce verset, c'est un doigt accusateur qui est pointé sur les Bnei Israël. C'est en fait, quand Hachem il dit Kemaase Eretz Mitzrayim Asher Yeshavtem Ba Lo Ta'asu, en fait, tout le problème de ce pasouk, c'est quand Hachem il dit Asher Yeshavtem Ba. Qu'est-ce qu'il a dit un jour Hachem à Avraham Avinu? Rappelez-vous, il y a longtemps. Il a dit Ki ger yihye zar'acha be'eretz lo lahem. Un jour, tes descendants seront étrangers dans une terre qui n'est pas la leur, et ils vont être là-bas asservis, des esclaves, et au bout de 400 ans, ils sortiront plein de richesses. C'est la promesse, Brit, l'alliance des Ben Abetarim. Comment il a dit là-bas, Hachem? Qu'est-ce que seront les Béné Israël en Égypte? Guerre. C'est quoi guerre? C'est quoi un étranger? Un étranger, c'est celui qui sent toujours qu'il n'est pas chez lui. Or, qu'est-ce qu'il nous dit ici le pasouk? Kemaase Eretz Mitzrayim Asher Yeshavtem Ba. Dans la Torah, il y a guerre et il y a toshav. Quand tu vas au Misrad Apnim, on te demande, première question, Ata Toshav Haaretz? Est-ce que tu es citoyen israélien? Qu'est-ce qui s'appelle être citoyen israélien? C'est être Toshav. Quand nous on était en Égypte, on était Toshavé Mitzrayim ou on était des Guérim en Mitzrayim? D'après ce qu'Hachem il a dit à Avraham Avinu, qui guerre yezaracha. Ta descendance elle va se retrouver 400 ans, mais ils seront étrangers là-bas, jusqu'au moment où ils sortiront. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël? Ils sont arrivés en Égypte. Asher Yeshavtem Ba. Vous êtes installés, vous êtes assimilés, vous êtes fondus.
Ah, il y a plein de belles surprises ce soir. Ah ouais. Ça marche, moi. J'ai bien fait de venir. Hein. Oh, Khaba, comment ça va? Direct de l'aéroport. Non. Ah, Jacques. Tu y crois, c'est sûr. Donc c'est quoi Asher Yeshavtem Ba? Il nous dit. Razak, Gabriel, où tu trouves un genre pareil? Où? Ouais. D'accord? Asher Yeshavtem Ba. Akadosh Baruch Hu, il dit au Béné Israël, j'ai un reproche à vous faire. Quand je vous ai mis en Égypte, vous étiez censés être des étrangers là-bas, de passage. Or, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes installés. Le Kriyakar, il dit pire que ça. Il dit, rappelez-vous, quand je vous ai envoyé Moshe Rabbeinu vous dire, on va sortir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Logiquement, quand on est guerre et on n'est que de passage, tout le monde aurait dû dire, yes, magnifique, allez, on y va. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été lourd à bouger. Pendant la Makkah de Rocher, 80% des Béné Israël sont morts en Égypte. Il n'y a que 20% qui sont sortis. C'est notre histoire. Que 20%. Il y a 80% qui étaient bien, ils ne voulaient pas bouger. Laisse-nous tranquille, Moshe, pourquoi tu nous prends la tête? On est bien. Hachem, il vient, il dit ici au Béné Israël, quand je veux vous avertir de tout ce que vous n'avez pas le droit de faire, notamment dans les harayot, je commence par vous dire, premier point. Vous savez pourquoi tout ça s'est arrivé? Parce que vous vous êtes installés en Égypte. Ça vous a plu? Là-bas, il a un lachon très difficile. Il dit, vous étiez adokim. Vous étiez attachés à la Avodah Zara et à la corruption d'Égypte. Vous kiffiez là-bas. Ils n'avaient pas où aller. Mais peu importe. T'as pas où aller. On t'a pas dit de te sentir chez toi. Ouais. Et alors, et quand on était les Juifs qui étaient en Mais Pologne, c'était pas les Juifs qui étaient en Allemagne ou les Juifs qui étaient en Afrique du Nord, Toute ou en Espagne, toute la vie, ils disaient Ani Ma'amin Be'emuna Shelemag l'année prochaine, les Shana Abba Birushalayim. Quelqu'un qui dit ça toute sa vie, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est là, mais il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il a dit un jour à Yehuda Levi? Libi Bamizrach ve'anochi besof ma'arav. Voilà ce qu'il dit, c'est une phrase connue. Il dit mon cœur, alors lui il était en Espagne, il dit mon cœur est à l'est, c'est-à-dire mon cœur il est en Eretz Israël. Ve'anochi besof ma'arav, moi je suis à l'ouest. Ça veut dire physiquement je suis là, mais où est mon cœur? Bamizrach. Quelqu'un qui vit comme ça toute sa vie, il est guerre, tant qu'il n'est pas en Eretz Israël, tant qu'il n'est pas dans la Gdusha. Il est guerre. Hachem, il a dit qui guerre yezaracha be'eretz lolaim. Tes descendants, ils doivent être guérim, pas toshavim. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Kemaase eretz mitzraim, asher yeshavtem ba. Vous êtes allés en Égypte, parce que je vous avais dit qu'il fallait aller en Égypte. Mais il y a shavtem. Mais c'est ça le truc, c'est que par rapport à tous les autres qui ont cru qu'ils voulaient aller à Jérusalem, etc., eux, ils n'avaient pas encore Israël à cette époque. Ils n'avaient pas de terre, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu de se livrer, de dire on va y aller, on a une terre promise. Pour eux, ils n'avaient pas. Ils ont dit Abraham, Oui, mais dans cette même phrase, où Hachem leur dit qu'il guerre Yezaracha, il dit et au bout de 400 ans, je sortirai avec plein de richesses pour vous amener sur la terre que je vous ai promise. Il dit ça à Abraham. Abraham. Donc Abraham, il a transmis à Yitzhak, à Yaakov. Yaakov, il est descendu en Égypte. D'accord, Yaakov, il n'a même pas voulu être enterré en Égypte. Ouais. S'il pensait que l'avenir c'est là, ça y est, stop, enfin on a trouvé un endroit où on nous aime, on nous accueille. J'ai passé avec les Shrem, j'ai passé. Qu'est-ce qu'il a pas passé, Yaakov? Tout le monde a voulu sa fin. Là enfin, il a un roi qui vient, qui le respecte, qui l'honore, le roi Pharaon en Égypte. Yaakov, il aurait pu dire, mes enfants, il y a un changement de programme, c'est là qu'on reste. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Yosef, je t'en supplie, dès que je meurs, tu m'enterres pas ici. Quand Yosef il meurt, il dit à ses frères, je t'en supplie, le jour où vous sortez d'ici, vous prenez avec vous mes ossements. Et tout le temps, il fallait garder à l'esprit, un jour on va sortir d'ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant les 400 ans qui était dur. Et nous, ça fait 2000 ans qu'on le garde. Oui, non. Ce que je veux dire, c'est dur pour eux. Ouais. Encore une fois, on n'est pas dans le jugement. Voilà. On dit juste ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il y a écrit comme ça. Yaakov Avinu, quand il est descendu en Égypte, il savait la suite de l'histoire, qu'un jour ils vont sortir, dans 200 et quelques années, ils vont sortir de là, et qu'ils vont aller dans le désert, et qu'après il va falloir venir en Eretz Israël. Il dit, Hachem, un jour il va leur demander de construire le Mishkan. Comment ils vont construire le Mishkan? Alors tout ce qui est Zahav, Kesef, Nechoshet, Hachem il leur a dit, ils vont tout piller l'Égypte, ils auront de quoi faire la menorah en argent, en or, etc. Mais le problème c'est qu'il y a aussi des Hatzeshitim. Le Haron, il y avait un des Haronotes qui était en bois. Les Krashim, ils étaient en bois.
du Mishkan. D'où ils vont avoir du bois dans le désert? Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Depuis qu'il était en Eretz Israël, il a planté des Hatzé Shittim, c'est des cèdres. Il les a plantés. Quand Hachem il lui a dit, ça y est, rejoins ton fils qui est en Égypte, il a demandé à ses enfants de couper tous les arbres et les prendre avec eux en Égypte. Quand il est arrivé en Égypte, il a replanté des arbres. Et quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont repris avec eux les arbres. Tu te rends compte la manutention? Pourquoi? Si ça, c'est pas de la Emouna, ou pas? Ah ouais, il n'y a rien, c'est que à bout de bras, on portait ça. Les arbres, tu sais combien il fallait d'arbres pour construire? C'est le Midrash qui demande. D'où ils avaient des Hatséchitim, Ribono Shalom. Zav, Kesef, pas de problème, ils ont tout pris aux Égyptiens. Mais qu'est-ce qu'ils ont pris? Des petites amulettes en bois, c'est avec ça qu'on va faire un Mishkan? Non, ils avaient des bois, des arbres entiers, qui venaient d'Eretz Israël, qui sont passés par l'Égypte, et qui sont ressortis avec eux. Ça, c'est Am Israël. Ça veut dire que, même quand il est en galoute, il veut pas s'habituer, il veut pas s'assimiler, il veut pas la chevette. Guerre. Qui guerre Yezar Acha. Hachem il leur dit que Maaseretz Mitzraim Asher Yeshavtem Ba. Voilà mon problème. C'est pour ça que le Kliakar il dit Anima Hashim. Comme ça il dit le Kliakar. Akadosh Baruch Hu Heeshim et Israël. Il culpabilisait Am Israël du fait que vous avez été en Égypte. C'est moi qui vous l'ai demandé. Mais je ne vous ai pas demandé d'être là-bas Toshav. Je vous ai demandé là-bas d'être guerre. C'est pour ça qu'il dit que c'est Eretz Mitzraim Asher Yeshavtem Ba. L'otasu, c'est quoi l'otasu? C'est pas l'otasu, les mauvaises mœurs d'Égypte. C'est arrêter d'être attaché à autre chose qu'Eretz Israël. L'otasu, stop. C'est fini cette histoire. Qu'on va en Italie, on ne veut plus revenir en Eretz Israël. Non, tu revenir pour le chiour, donc Razag. C'est quoi cette histoire? Les gens ils vont en France et ils veulent plus venir. Les gens ils vont, ça va mal en Israël, allez, on va en Amérique, on va. Ne refaites pas les erreurs. D'après Rashi, c'est n'imitez pas les Égyptiens qui se comportaient mal. D'après le Kliakar, ne refaites pas cette histoire-là de vous installer ailleurs qu'en Eretz Israël. Alors c'est quoi la suite du verset? Qu'est-ce qu'il veut ici alors le pasuk? D'après le Kliakar. Le Kliakar il te dit, quand vous étiez en Égypte, non seulement vous étiez bien, Yashavtem, c'était pas Gerim, Toshavim, mais quand en plus après je vous ai fait sortir d'Égypte, et on était dans le désert, chaque fois qu'il y a eu une difficulté dans le désert, qu'est-ce que vous disiez? Plaignez. On veut retourner en Égypte, on veut pas aller de l'avant, on veut pas aller en Eretz Israël. Pourquoi Hachem, quand on sort d'Égypte, il fait faire un détour au Bnei Israël? On pouvait être en 2 jours, on pouvait être déjà en Eretz Israël. C'est pas loin l'Égypte d'Israël. Pourquoi on est passé 40 ans? Parce que Akadosh Baruch Hu dit, ils vont voir des guerres, ils vont voir des morts, ils vont voir des choses qui vont les dissuader, ils vont vouloir retourner. C'est Hachem, il sait que non seulement les Bnei Israël ils se sont installés comme il faut en Égypte, mais même lorsque ça y est, Hachem, il leur a montré l'ouverture de la mer. Hachem, il leur a montré les Makot. Il leur a montré la darba qu'il donne aux Égyptiens. Tu vois de tes yeux. La plus simple servante, elle a vu la Shrina. Donc ça y est, t'as vu Akadosh Baruch Hu, t'as plus de doute. Pour cette génération, le doute n'est plus permis. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de viande au bout de quelques temps. On va voir Moshe Rabbeinu, on n'en peut plus, que cette histoire, c'était tellement bien en Égypte. Non, on n'est pas intéressé à continuer à aller en Eretz Israël. Encore une fois, on va envoyer des Meraglim, on ne sait jamais. Après, Zacharnu et Adaga, c'était tellement bien. C'est-à-dire, Hachem, il dit, je souffre, dit Akadosh Baruch Hu, de votre manque d'engouement pour Eretz Israël. Uchmaase Eretz Kenan, asher ani mevi etchem shama lo ta'asu. Arrêtez d'être incrédule. Vous ne croyez pas le bien que cette terre vous promet. Vous ne croyez pas, vous ne voulez pas. Dès qu'il y a le moins de petits soucis, hop, on ne veut plus aller de l'avant. Dans la vie, c'est pas, on ne fuit pas les difficultés, on les affronte. Et Eretz Israël aussi, c'est des difficultés, mais c'est le bien. Le plus grand bonheur, c'est quand quelqu'un a su se mesurer à une épreuve. Mais quand il y a une épreuve, on la fuit, on ne sait pas réaliser, et surtout, on ne connaît pas le bonheur. Le vrai bonheur, c'est ça. Moi, je dis toujours, vous savez que je dirige une école, le plus grand, la plus grande satisfaction d'un enfant,
c'est quand il réussit quelque chose qu'il pensait qu'il n'était pas capable. Tu ne peux pas faire un plus grand kiff à un enfant. Lui, il se le fait lui-même le kiff, tu ne peux pas le faire pour lui. Un enfant ne peut pas vivre une expérience plus glorifiante, plus heureuse que la réussite de quelque chose qui lui semblait impossible. C'est comme ça. Et le travail d'un méchaner, le travail d'un éducateur, oui, mais nous on n'a plus d'éducateurs. Donc nous on le sait ça, donc on se bat, on se met des challenges et on essaye, et puis des fois on se les met pas, et puis des fois on reste au fond du fauteuil, on fait rien, et on dit ah si la vie elle est dure, on pleure toute la journée. Mais un enfant il est dans nos mains, qu'est-ce qu'on en fait? La plus belle leçon de Trinour, c'est de faire avancer l'enfant, le mettre face à une difficulté et lui dire tu vas y arriver. Surtout ne le fais pas pour lui. S'il rentre à la maison, c'est toi qui lui fais ses devoirs, t'as rien pigé. T'as rien pigé. Quel nachat il a, quel argacha il a. Voilà, Rav, regardez, j'ai fait mes devoirs hier. Tu l'as habitué au mensonge et surtout à la paresse et surtout à ne pas connaître. Alors que quand l'enfant il rentre, maman, j'ai pas les nerfs, je suis fatigué, j'ai rien compris. Viens, je vais t'aider, mon fils. Tu lui expliques une fois, tu dis allez, vas-y, maintenant tu continues tout seul. Et il fait, tu dis, waouh, t'as compris. Mais l'enfant, c'est un king. L'enfant, tu peux pas lui donner plus de force dans la vie que ça. Akadosh Baruch Hu, il dit, je vous ai mis en Égypte en vous disant que c'est pas pour longtemps, qu'il guerre 400 ans, mais pas longtemps, c'est pas à vie. Et ensuite, pour aller en Eretz Israël. Vous étiez censé faire quoi? Pendant toutes les années où vous étiez esclave en Égypte, vous deviez avoir le sentiment que vous êtes là, Zmani, c'est provisoire. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Yashavtem. Yashavtem. Vous êtes devenu, il n'y a que 20% qui ont encore gardé à l'esprit. Et même dans les 20% qui sont sortis, combien il y en a qui ont dit ah, on a envie de revenir? Mais peu importe, en tout cas, 80% sont restés là-bas. Ils ne voulaient pas entendre de sortir, ils étaient bien. C'est-à-dire que c'est un vrai danger, l'assimilation. Et en plus, une fois qu'on est sorti, je vous ai tout montré, vous n'avez pas assez vite la voûte. Vous reculez devant la moindre épreuve. Attention, ce n'était pas des épreuves faciles. Nous, on est les derniers à pouvoir venir juger à Israël. Mais on doit tirer des leçons. Le Kliyakar, il veut te dire ici, la leçon, elle est que quand tu sens qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de toi autre chose, alors trouve en toi les ressources pour y arriver. Ne reste jamais là où tu es. Quelqu'un qui reste là où il s'installe dans un certain confort où il se dit je suis bien comme je suis, aucune chance d'évoluer. Dès que les Juifs ils ont fait ça en Égypte, ils sont devenus des Égyptiens. Avadim Aïnou les pharaons, c'était pas les pharaons. Les Mitzraïm, on est devenus des Ovdei Avodazara. Il y avait là-bas toutes les Harayot. À Israël, on était à 49 degrés d'impureté. 49 degrés d'impureté. Là-bas, c'était pas la Gay Pride qu'il y avait, c'était Chlet. Pire, d'accord ou pas? Ici, au moins, il y a de la Torah. Mais là-bas, en Égypte, qu'est-ce qu'il y avait? Eretz Goshen. Il y avait un petit noyau, comme ça, 20% de Juifs qui étaient là et qui disaient non, Rabota, il faut tenir bon, Akadosh Baruch Hu, c'est le Dieu de Abraham, Yitzhak, Yaakov, on a des valeurs, on vaut quelque chose, on n'est pas obligé de ressembler aux Égyptiens pour exister. Alors venez, on fait attention comment on parle, comment on s'habille, on doit se distinguer. Voilà. C'était ça. Si on pouvait écouter les Hadashot en Égypte, d'accord, quand on était là-bas pendant 400 ans esclaves, c'est ça qu'on aurait entendu. La gauche, la droite, est-ce qu'il faut aimer les Égyptiens? Allez, on doit... D'accord ou pas? Beyachad, Nenatseach, on va faire un parti politique avec les Arabes et les Égyptiens et les Béné Israël. On est là maintenant, on doit vivre ensemble. Et t'avais ceux qui s'appelaient là-bas les Kitsonim, dit ma pitom. Hachem il a dit qui guerre Yezar Acha. On est guérim, on n'est pas Toshavim, un jour on va sortir. Qui les écoutait les malheureux? D'accord, c'est toujours le même discours, hein, toujours le même problème. Mais aujourd'hui, pourquoi j'ai trouvé ça nous parle tellement? C'est que d'un côté, le début de la paracha, il nous dit Bezot yavo Aaron à la Kodesh. Je vous ai demandé tout à l'heure que ça veut dire Bezot. Pourquoi Hachem il dit pas tout simplement quand Aaron il vient dans le Beth Amikdash, il faut qu'il s'habille comme ça. Bemitznefet bad, etc. Michnese bad. Pourquoi il veut dire Bezot? Le Khatam Sofer il dit en fait, Akadosh Baruch Hu il veut dire à Aaron à Cohen, chaque fois que tu dois venir dans le Beth Amikdash, regarde ce qui est arrivé à celui qui est venu au Beth Amikdash quand il n'était pas prêt. Qu'est-ce qui est arrivé à tes deux fils? Ils sont morts. Ça veut dire en fait, sache que dans la vie, on doit toujours avancer par paliers. Béadraga. On ne fait pas des changements brutaux. Parce que on les assimile pas, on n'arrive pas à acquérir des malotes. Il
C'est ça toute la Sfirat HaOmer, de jour en jour. Voilà, là aujourd'hui on est à la moitié, on a commencé la deuxième moitié de la Sfirat HaOmer. Chaque jour, on monte encore un palier qui nous rapproche du matin de Torah, jusqu'au 49e jour, 50e jour, jusqu'à la fête de Shavuot. Toute la vie, c'est pas après pas. Chaque jour, c'est un autre échelon. Aaron, ça, ce qu'il dit, Bezot, Yavo Aaron. Aaron, ils doivent rentrer dans le Beth Amikdash en se rappelant toujours que celui qui rentre trop vite, il tient pas, il meurt. Donc, il doit garder ça à l'esprit. Mais Mitzat Sheni, voilà ce que la Torah veut nous dire ici. Sache que là où tu te trouves, c'est toujours un temps de passage. Moi, toi, lui, tout le monde. La madrega qui est la mienne aujourd'hui, je ne dois pas être toshav dans cette madrega. Je dois être guerre. Je suis de passage. Et les fils, ils ne savaient pas que c'était interdit de rentrer. C'était pas interdit. C'était pas interdit de rentrer. Ils étaient conviés eux aussi à rentrer. C'était les fils du Kohen. Mais il y a plusieurs chitotes, plusieurs déotes, pas chitotes, plusieurs déotes. Quel était leur tort? Il y a écrit qu'en fait ils avaient bu. Et qu'on rentre pas. Même un Kohen, il n'a pas le droit de rentrer dans le Beth Amikdash. Shtuyayain. C'est pour ça que la paracha qui vient juste après la mort des fils, à la fin de la paracha on nous dit Vaïdom à Aaron. Aaron, il s'est tué, il n'a pas réagi. Juste après, il y a écrit le Sachar qu'il a eu sur son silence. C'est qu'Hachem, c'est la seule fois où il y a écrit dans la Torah, Vaïdaber Hachem el Aaron. Hachem, il parle, il dit pas Moshe dit Aaron, comme tout le temps. Hachem, il parle directement. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Yain veshechar altesht ata, etc. Toi et tes descendants, vous n'avez pas le droit de boire du vin quand vous allez. C'est pour ça qu'on ne fait pas Birkat Kohanim à Mincha. Après, on avait dit ça. Parce qu'en général, les gens à midi, ils mangeaient, ils peuvent boire un verre de vin, etc. Ils peuvent être un peu jetés yaïn. Le Kohen, il ne peut pas faire la Avoda. Et comme la Birkat Kohanim, ça remplace aujourd'hui la Avoda du Kohen qu'on avait à l'époque. Donc, ok. Donc, Bikitsour, tout ça pour comprendre que il y en a qui disent que Horu alacha bifne Moshe Rabban. Ils sont rentrés et eux, ils ont dit une alacha devant Moshe leur Rav. Il y a écrit que Kol amore alacha bifne Rabo chayav mita. Celui qui dit une alacha devant son Rav, il manque de kavod au Rav, alors il est passible de mort. Donc il y a plusieurs déotes. Quelle a été, j'aime pas dire leur faute, parce qu'on parle de géants, Nadav Avi ou les fils de Aaron à Cohen. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'Hachem il veut dire à Aaron à Cohen? Bezot. Chaque fois que tu veux rentrer dans le Beth Amikdash, réalise, rappelle-toi qu'on ne rentre pas comme ça dans le Beth Amikdash. En parenthèse, il y a beaucoup d'alachot de Kedushat Beth Knesset qui s'apprennent de là, qui s'apprennent de la Kedushat du Beth Midrash. Par exemple, imaginez un jour, vous rentrez par cette porte et vous avez votre vélo garé juste à côté, posé juste à côté derrière l'autre porte. Est-ce que j'ai le droit de... Et il pleut dehors. Je dis bon, je vais aller chercher mon vélo, je passe par là puisqu'il pleut. T'as pas le droit. Pourquoi t'as pas le droit? Parce que t'as pas le droit d'utiliser un Beth Knesset comme Kapen Daria, un raccourci ou un endroit abrité. C'est pas kavod. Je rentre chez toi moi quand il pleut parce que j'ai envie de m'abriter. Et c'est pas kavod, je dois taper à ta porte. Est-ce que tu vois? Alors qu'est-ce qu'on fait en général? Je rentre, je m'assois, je fais un passouk de psukim, le schéma, ashré, et après seulement je continue. Mais je veux pas, d'accord? Vechenala. Est-ce qu'on a le droit de faire des seudot? C'est que c'est un problème de manger. Alors comme on est autour d'un limud Torah et qu'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de musique, etc. Ça passe. Mais imaginez demain, ici ils veulent organiser une soirée avec de la musique, hommes, femmes, kamouvan avec mechitza et tout. C'est l'eau pas shoot. C'est l'eau pas shoot. D'accord? Alors il y en a qu'est-ce qu'ils font? Dans ce cas-là, ils mettent un deuxième rideau sur le Echal pour faire une double mechitza. À l'époque, chez Rabban Decha Eliaou au Kollel, dans le Kollel, il y avait des fois des askarot. Il y avait donc aussi des femmes qui venaient, etc., des livrets Torah, des seudot. Et chaque fois, il disait, quand il y a une seuda, on mettait 2 mechitzot devant le Echal. Il dit, maintenant, on peut faire. Et sinon, pourquoi? Parce que c'est la Kedusha, Bezot, Yavo Aaron à la Kodesh. Sache que quand tu rentres dans un endroit où la Kedusha te dépasse sans t'être préparé, tu te mets en danger. Comme Nadav Aviv. Donc ça, c'est l'idée que dans la vie, il faut avancer progressivement. Mais, et voilà le mais, c'est ce qu'on apprend de Parashat Kedoshim dans les Harayot, sache que jamais tu dois penser que là où tu te trouves, c'est ta destination. Non. Parce que sinon, tu deviens toshav. Tu deviens toshav. Vous savez combien de gens j'entends aujourd'hui qui vous disent « Ah non, on ne peut pas venir en Israël, c'est la guerre, on a peur. » Voilà. Mais je ne juge pas, encore une fois, on n'est pas dans le jugement. Mais en réalité, si chaque juif dans le monde savait que la destination finale du juif, c'est Eretz HaKodesh, c'est Eretz Israël, alors qu'est-ce qu'il se dirait? Il se dirait, ok, j'habite en France, j'ai la Bara Parnassa, j'ai ma maison, j'ai mes enfants, mais je suis guerre, je ne suis pas Toshav, je suis guerre. Il ne faut pas attendre qu'Hachem fasse la guerre pour que tu comprennes que c'est guerre. Il
Il faut être guerre, comprendre que guérim, l'otoshavim. C'est où qu'on doit être toshav? En Eretz Israël. Ah, c'est dur en Israël. La parnassa, le chinour, le... Quand il a dit que c'est facile? Mais ne fais pas comme les Bnei Israël dans le désert, que quand on leur parle d'Israël, ils parlent que de quoi? Que des difficultés d'Israël. Vous savez, malheureusement, je connais, j'ai envie de dire beaucoup, mais j'ai envie de dire trop de familles qui ont fait leur aliyah, qui ont rencontré des difficultés, des vraies difficultés. Plus de parnassa, le chinour, les enfants, ça va dans tous les sens. Et Beketso, au bout de 3, 4 ans, ils repartent habiter en France, c'est ce que je connais, mais je sais qu'il y en a dans le monde entier. Et pour moi, ces gens-là, c'est, encore une fois, je juge personne, c'est pas ça le but, mais quand vous parlez avec ces gens-là après, c'est les plus détracteurs d'Israël. C'est eux qui disent le plus de mal d'Israël. Ils disent plus de mal d'Israël, j'ai envie de dire, que les Arabes. Pourquoi? Parce que comme ils ont eu une mauvaise expérience, pour eux, Israël, c'est l'échec le plus grand. Ils sont venus, ils ont tout perdu, ils repartent en France, ils doivent tout reprendre à zéro, l'éducation des enfants, ça va pas, des fois leur Shalom Bayit, il a pris un coup. Donc tu vois, le gars, il est venu, plein, gonflé à bloc, il va venir en Israël, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, il repart KO. La Torah, elle te dit, ne crois pas que la France, ou n'importe où dans le monde, c'est ton makom où tu peux être toshav. Le seul makom où tu seras, et je suis pas en train de faire un expositionniste, d'accord, ou pas de l'agence juive pour chauffer à l'Aliyah, mais c'est la Torah. Quand tu parles d'Eretz Israël, tu dois te dire deux choses. D'abord, tout ce qui est autre chose qu'Eretz Israël, je dois être guerre. Et tout ce qui est Eretz Israël, je dois le voir positivement. Je ne dois pas avoir un a priori négatif où chaque fois qu'on parle d'Israël, j'ai envie de faire demi-tour, je me dis non c'est une galère, non c'est que des difficultés, non je vais tout perdre. Non, va en Eretz Israël avec toute la émouna qu'il faut. Et à contrario, combien on voit de gens qui sont venus en Israël, qui sont venus avec simplicité, avec confiance en Akadosh Baruch, qui ont eu des tonnes de galères, mais ça ils ne l'ont jamais remis en question. Je sais pas que chaque fois que c'est à la main, ils disent bon ben au pire on repart en France. Celui qui fait comme ça, c'est comme s'il se marie, il dit au pire je divorce. Même quelqu'un qui se marie, et le jour de son mariage, il dit à sa femme, arrête le coup d'échetti, au pire ça va pas atterrir en divorce, au caraclum. Makara, ça donne quoi ça? Ça donne quoi? Si c'est ça, a priori, tu commences en te disant, j'ai une porte de sortie, je t'en sors jamais. Eretz Israël, c'est comme un mariage. Tu peux pas dire, au pire, je repars en France. Parce que sinon, tu as toujours un œil là-bas. Tu as toujours ta tête qui est là-bas. Donc, ici, tu restes toshav là-bas et guerre ici. La Torah, tu dis, non, c'est là-bas qu'il faut être guerre. Ici, tu dois être toshav. Je pense que c'est l'actualité, parce qu'aujourd'hui, où le monde va mal, et Akadosh Baruch Hu, de plus en plus, il veut nous montrer dans le monde entier que partout dans le monde, on n'est que guerre, on n'est pas toshav. Et malheureusement, des fois, les Juifs, ils ont du mal à le voir, à le réaliser, à le sentir. Et l'exercice, le travail qu'on doit faire tous les jours, c'est essayer de sentir que ici, on doit être toshav. Être toshav dans un endroit, vous savez, c'est quoi? C'est croire dans l'endroit où je me trouve. Vous savez, en tant que Rav Keila, des fois, on traite des questions de Shalom Bayit. Vous savez que toutes les questions de Shalom Bayit peuvent se résoudre à une condition. C'est que l'homme et la femme le veuillent. Si l'homme tient à sa femme, ou tient à son couple, son foyer, et la femme aussi, les plus grands désaccords trouvent une solution. Mais je dis, il y a des fois des désaccords qui sont, tu te dis, c'est pire que l'Amérique et l'Iran, quoi. Tu vois, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? Si les deux veulent vivre en bonne entente et veulent que ce couple tienne, même les plus grosses bastons, même les plus grosses déceptions, ça peut s'arranger. Dès qu'il y en a un qui arrête de croire, c'est fini. C'est très 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 dur à rattraper. Donc en fait c'est ça, la même chose. Je viens en Eretz Israël. Si à la moindre déception, j'arrête de croire, alors ma tête elle est déjà ailleurs. Et là tu auras beau, même si je te fais gagner au loto en Israël, tu verras que tu repartiras avec l'argent en France. Parce qu'au final, ça y est, t'as été échaudé, ça y est, on t'a perdu. Et je pense que ça, Béhémet, aujourd'hui, il faut se travailler. Parce que on a la chance d'être en Eretz Israël, mais il faut devenir des vrais Toshavim ici. Pas que la Toudat Zout. Des Toshavim, c'est
pensez que le bien. Et c'est pas facile ici. D'accord, pas. Je vais pas vous faire le discours inverse en vous montrant toutes les galères qu'il y a ici. Vous les savez autant que moi. C'est difficile. La vie, elle est pas facile. La vie, elle est... Des fois, on parle avec les gens en France. Vous voyez, ils sont là, nous, on est là. Et puis, ils vous disent, ah, je suis au ski, truc. Je dis, mais ils sont sur une autre planète. Moi, je suis dans le Miklat et lui, il est sur les pistes de ski. Non, parce que ça nous est arrivé, là, pendant Pessah. On avait de la famille, des trucs. Et des fois, avec ma femme, on se regarde, on se dit, mais... On se demandait qui est dans la réalité, qui est pas dans la réalité. C'était ça, en fait, la question. Est-ce que c'est eux qui sont pas dans la réalité ou c'est nous qui sommes pas dans la réalité? Peut-être qu'en fait, la réalité, c'est les vacances, on va skier, on va kiffer, on va... Et peut-être que non, la réalité, c'est là, c'est la guerre, on est là, dans un miklat, et puis eux, ils sont... Peu importe. Ce qui est sûr, c'est que si, quand tu entends l'autre qui vit bien en France, il regarde un peu la belle maison qu'il a, et il est propriétaire, et en plus, il a acheté une maison en Israël, des fois, ça fait le khalishutadat. Des fois, t'es là, tu te dis, purée, moi, je suis là, je galère au jour le jour pour aller à Osharat, quoi. Vous voyez, je parle du quotidien, c'est pas facile. Et la main, tu dois te dire, Guérim, c'est là-bas. Ici, Toshavim. Dis-toi, t'as la chance d'être là, vois tout positivement. Et pour ça, c'est un travail. C'est un travail. Il faut dans la vie se travailler pour se remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et je vois tout positivement. Et d'ailleurs, ça nous renvoie à l'un des commandements en Parashat Kedoshim, sur lequel on pourrait faire de nouveau 1h30, mais on a dit qu'on allait pas faire trop de frais ce soir. C'était une mitzvah qui est méanienne, parce que c'est la seule mitzvah de la Torah sur laquelle les Chachamim ils ont dit Zeklal Gadol Batorah. Il y a plein de mitzvot. Avodah Zara, c'est la source de faire Avodah Zara. Donc la Torah te dit Lo tishtachave le'el acher. Tu n'as pas le droit de te prosterner à une autre divinité. C'est la base de toute la Torah. Pourquoi il n'y a pas écrit Zeklal Gadol Batorah? Attention, c'est une seule mitzvah, il y a écrit Zeklal Gadol Batorah, c'est quoi? Ve'avta le'reacha kamocha. C'est quoi cette mitzvah? Ve'avta le'reacha kamocha. Ve'avta le'reacha kamocha, c'est être capable d'aimer l'autre comme tu t'aimes toi-même. C'est traduction au mot à mot, d'accord ou pas? Mais si on essaye de mettre ça en application, c'est pas pour rien que Rabbi Akiva il a dit Zeklal Gadol Batorah. Vous savez, Rabbi Akiva, on dit de ses élèves qui sont morts pendant cette période, on a parlé de ça tout à l'heure, 24 000 élèves. Pendant la période Ben Pesach le Hatzeret, Paskou Milamut à l'Akba Omer, ils ont arrêté de mourir à l'Akba Omer, mais sur toute cette période-là, c'est une période qui est dure. Faites un calcul, combien ça fait 24 000 divisé, attention, pas par 33, parce qu'il y a écrit que pendant toute la fête de Pessah, alors on commence à compter le soir du premier soir, enfin du deuxième soir de Pessah, jusqu'à la fin de Pessah, ils ne sont pas morts. Comme ça, c'est écrit. Ils ont commencé à mourir après Pessah. Ils ne mourraient pas les Shabbatot ni Rosh Chodesh. Ça, c'est écrit. 800 albayot par jour. Ouais, même, d'après certains, même plus. Vous vous rendez compte? D'après beaucoup qui font le Cheshbon, ils te disent, Sachakol, il y a 24 jours. Pour 24 000, il y avait 1000 par jour. Si tu enlèves les Yom Tov, les Chol HaMoed, les Shabbat, les machins, sur 33, il reste 24. 24 000 élèves en 24 jours. 1000 Levayot par jour, Hashem Erachem. Et c'était qui? C'était tous des Rabbi Akiva. T'imagines? D'ailleurs, regarde, toute la Torah qu'on a aujourd'hui, Torah Sheba Alpé, c'est avec les 5 élèves qu'après la mort des 24 000, Rabbi Akiva est allé se faire dans le nord d'Israël, dont un c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yochanan, 5 élèves. Toute la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est 5. Il y en avait 24 000. T'as compris pourquoi on fait toute cette période de Avelut? En vérité, le deuil, c'est pas seulement pour les 24 000, c'est pour toute la Torah qu'on a. Médiocre. Médiocre, exactement. D'accord ou pas? Donc ça veut dire que c'était un drame incroyable. Et pourquoi ils sont morts? C'est écrit Mipne Shelo Naagu Kavod Zelazé. C'est quoi lo Naagu Kavod Zelazé? Ça c'est la chose de la Gemara dans Yevamot. Parce que ils se faisaient pas Kavod l'un à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les Mefarshim veulent expliquer que Ve'avta le'reacha kamocha, c'est une mitzvah qui est en fait une démarche intellectuelle de chacun à l'égard des autres. Ça veut dire en fait, le Rambam, Maïmonide, il écrit comment j'accomplis la mitzvah. Vous savez, mon beau-père, il avait toujours une phrase, Rav Citruc, il avait une phrase, moi, que j'ai souvent à l'esprit. Vous savez, des fois, vous êtes en voiture, et il y a un gars qui passe, et
il vous rend fou. Il roule au pas devant, et puis vous lui klaxonnez, il bouge pas, et puis des fois il vous fait un geste pas très beau, et puis d'accord, ça arrive. Ou bien vous êtes à la charade, et puis toute la journée. Et un jour on discutait avec mon beau-père, il dit, je sais pas qui c'est qui l'a dit, papa, des fois il y en a, c'est dur, il t'exaspère. Tu sais qu'est-ce qu'il avait dit mon beau-père? Il a dit, t'imagines qu'Hachem il aime tout le monde au même niveau. Oui, quand tu vois un gars qui t'exaspère et que tu as envie d'exploser, dis-toi, Hachem, il l'aime à lui comme il t'aime à toi. Pour Hachem, même si lui, il a ce trait de caractère qui, à toi, te fait sortir des boutons, Hachem, il l'aime à lui autant qu'à toi. Le Rambam, il dit, comment je fais la mitzvah de Ve'ahavta l'erecha kamocha? C'est quand je suis capable de voir chez chacun un point positif où il est mieux que moi. Essayez, vous allez voir que c'est pas facile. En général, l'homme ça veut dire l'humain, il a un ego qui lui fait sentir qu'il est mieux que l'autre. Et on a besoin de ça aussi, parce qu'on a besoin d'avoir un bitachon atzmi, d'avoir une mudaout atzmi, comme on dit aujourd'hui en hébreu. D'accord ou pas? C'est-à-dire, imaginez à un enfant, vous lui dites tout le monde est mieux que toi, tu l'as tué. Donc il faut lui apprendre que il est super, il est bien. Mais en même temps, tu dois lui apprendre à trouver chez l'autre des qualités que lui n'a pas. C'est compliqué. Alors peut-être que le travail à un enfant, c'est de lui parler à lui de sa mudaout atzmit, et, c'est ça que disent les psychologues, quand un enfant, il a la connaissance de sa personne, en français on dit il est bien dans ses baskets, l'autre n'est plus un danger pour lui. En fait, quand est-ce que je trouve pas chez l'autre des qualités? C'est quand j'ai le sentiment que si chez l'autre je trouve une qualité, du coup, ça veut dire que moi, je l'ai pas, et donc il est mieux que moi, donc en fait, il empiète sur mon existence. Bon, si je te trouve plus beau que moi, ce qui n'est pas le cas, mais si je te trouve plus beau que moi, d'accord ou pas, je vais dire, mais, écoute, je vais dire quoi? Je vais dire, ça veut dire en fait, la beauté, c'est une valeur absolue, et sur les 100%, il a pris 90%, et moi, j'ai que 10%. Donc, je sens que tu m'as pris quelque chose. Tu comprends pas? Donc, je suis obligé de dire, non, putain, mais je suis plus beau que lui. Mais pourquoi on doit voir comme ça dans les qualités? Pourquoi je dois voir que non? Il y a 100% de beauté et que moi je dois... Chacun il a 1 milliardième ou je sais pas combien on est d'êtres humains sur Terre. Et moi je suis beau et toi t'es beau et l'autre il est beau. On n'est pas obligé de se ressembler, d'être tous des sosies. Bon. Mais dans les qualités c'est la même chose. C'est pas parce que toi t'es un Baal Chesed que moi je suis pas un Baal Chesed. Mais quand moi je sais, parce qu'on m'a éduqué comme ça, mes parents, et nous en tant que parents on le fait avec nos enfants, on leur donne cette mudaout atzmit, des qualités qu'ils ont, pas en faisant des dieux, en leur donnant la connaissance de leur potentialité, de leur capacité, de leur qualité. En fait, du coup, l'enfant, après, le travail qu'il attend pour toute la vie, c'est de savoir qu'il est capable, et qu'il a les kélim, et qu'il a la possibilité, maintenant, à lui, après, de faire ses preuves. Mais du coup, quand il voit un autre qui est aussi capable, ça ne le dérange pas. Comment dire en hébreu? Yodéa les fargen. Il y a des enfants, je dis, quand on est dans une école, on voit tout. Il y a des enfants, quand tu vas faire dans une classe, tu as 30 gosses devant toi, tu vas faire un compliment à un enfant, tout de suite, à un autre qui dit, ah, moi aussi j'ai fait. Mais j'ai pas dit que tu n'as pas fait. Lui, il a fait, je l'ai vu, donc je lui fais un compliment. Pourquoi tu as besoin de toi aussi te mettre en valeur? Pourquoi? Parce que c'est un enfant, en fait, qui est fragile. C'est un enfant qui manque de mudaout atzmit. Donc, il est fragile. Chaque fois que tu fais un compliment à l'autre, il croit que c'est lui et pas lui. Donc, du coup, il a besoin de se valoriser. Ah, Rav, moi aussi. Je t'ai rien demandé. Qu'est-ce que tu as besoin de dire moi aussi? Et en fait, un enfant qui est bari benafsho, j'emploie des termes en hébreu, d'accord, qui a une santé mentale comme il faut, d'accord? En fait, quand il voit que l'autre, il a eu une récompense parce qu'il a fait quelque chose de bien, c'est le plus heureux. Je connais même maintenant dans une famille. Des fois, j'entends des parents qui disent, ils ont 4 enfants, c'est l'anniversaire d'un des enfants. Il dit, alors celui dont c'est l'anniversaire, je dois acheter un beau cadeau. Et les 3 autres, je dois acheter des petits cadeaux. Pourquoi t'as acheté des petits cadeaux aux 3 autres? Il dit, ah, après, ils ont de la peine, eux, ils n'ont pas eu de cadeau. Je dis, mais c'est pas leur anniversaire. Oui, mais ils sentent qu'ils sont privés. Je dis, mais t'es fou. Celui dont c'est l'anniversaire, tu lui offres un cadeau. Et les autres, ça viendra à leur anniversaire. Pourquoi tu veux compenser un vide qui n'existe pas? C'est toi qui as créé le vide. C'est toi qui crée le manque. Il t'a rien demandé, le gosse. Tu leur as appris que
le jour de l'anniversaire, on donne. Maintenant, si c'est Pessah, tu fais à tout le monde des cadeaux sauf un. Ah, t'es rkik. Pourquoi tu lui fais ça à lui? Là, tu le détruis. Donc tu fais, c'est ou tout le monde ou personne. Mais quand c'est un anniversaire, ou quand il y a un enfant qui a fait quelque chose de bien, tu as deux enfants, il y en a un qui te ramène une super théouda, et un autre qui te ramène, il a tué le prof pendant tout le trimestre. C'est normal que tu donnes une récompense à celui qui a été top, ou que tu lui fais un compliment à table devant tout le monde. Et l'autre, je t'ai pas dit de lui faire honte devant tout le monde, mais il peut comprendre tout seul, au contraire, c'est chinouchi. Il va comprendre, purée, si moi j'avais bien travaillé, j'aurais réussi aussi la Game Boy que lui il a eu. Achon ou pas? Ça c'est du chinour. Mais quand, soit tu te dis non, je vais quand même lui donner à lui, il m'a quand même ramené un bulletin, mais t'as vu ce qu'il t'a ramené? Qu'est-ce que tu lui donnes un cadeau à lui? Oui, mais après il va avoir de la peine. Ou bien si Atalom ma'ale auto, tu comprends, il faut. Tout le chinour c'est ça. Ça veut dire en fait c'est faire en sorte que les enfants entre eux, soit dans une famille ou dans une structure scolaire, ils soient mefargen, j'adore ce mot en hébreu. Ani mefargen lecha. C'est ce qu'on a mefargen lecha? C'est je kiffe pour toi. Ça fait kiffer. Je kiffe pour toi. Je kiffe pour toi, la brioute. Mais vous savez, chez les enfants c'est très dur. Chez les adultes aussi. Mais imagine, dans une classe, tu donnes des récompenses à ceux qui ont bien bossé. Regarde, aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a une maman qui est venue me voir à l'école. Elle a un enfant dans une classe, et dans cette classe, il y a un enfant qui est, la vérité, brillantissime. C'est pas son fils, sinon il serait pas venu me voir. D'accord? Non, mais vraiment, il est brillant, le gosse. Et en plus, à tous les niveaux, c'est un bon élève, il a un bon niveau, il travaille bien, il est sérieux, il est tranquille, il te rend pas fou. Et son fils, c'est un enfant un peu plus turbulent, il a du mal, il n'a pas des très bonnes notes. Maintenant, elle vient me voir pour une histoire qui a eu rien à voir, ok, ça, on gère. Mais dans la discussion, qu'est-ce qu'elle me sort? Alors qu'on parlait de son fils. Elle dit, et pourquoi l'autre, chaque fois qu'il y a une messiba, c'est lui qui a les prasim? Alors, chaque fois qu'il y a une messiba, c'est une fois par an, c'est un Hanouka. Maintenant, c'est vrai, moi, je n'ai même pas capté qu'il y a eu 2 ou 3 ans de suite, où l'autre, il a réussi tous les concours, tous les trucs, on fait des concours, des Chot Hanouka, etc. Et dit, mon fils, ça le met mal. Parce qu'en fait, il y a eu des prasim, il y a toutes les parents, tous les papas, il y a tous les parents de trucs, et c'est toujours lui qui a le pras. Je lui dis d'abord, c'est pas toujours que lui, parce qu'on donne toujours un pras sur la réussite, donc forcément c'est lui, parce qu'il est très bon, mais on donne aussi un pras pour les efforts. Les Afghans, on s'efforce de donner à celui qui fait des efforts. Je lui dis, pourquoi ça, c'est pas votre fils? Non, parce que comme de toute façon, il sait qu'il va pas avoir le pras, celui-là aussi, il baisse les bras. Je dis, voilà, c'est là que vous devez travailler. Là, encouragez-le. Que même s'il sait qu'il va pas atteindre 100 sur 100, parce que c'est pas le meilleur, mais nous, on sait juger, comme Hachem il le fait, on espère avec nous, il juge aussi nos efforts, il juge aussi ce qu'on fait, et nous aussi, il y aura un pras pour les efforts. Quand on arrive à 120 ans, à Kadosh Baruch Hu, il nous juge pas que sur les résultats. C'est pas, on met tout le monde autour d'une table, on fait le même mifran à tout le monde. Non, il y en a un à qui on demande de connaître tout le chasse par cœur, et un à qui on demande, est-ce que tu connais Shema Israël par cœur? S'il le connaît, qu'on a kavod. Pourquoi? Parce que tu t'es battu dans ta vie, c'est ça qu'on juge. Dans une école, c'est la même chose. Dans une famille, ça doit être la même chose. On ne peut pas faire du copier-coller à chaque enfant. Et en fait, tout le travail, c'est ça. Ve'avta l'ereacha kamocha. C'est en fait, de la même façon que tu as envie que les autres soient conscients de tes qualités, sois toi conscient des leurs. Le Rambam, Maïmonide, il explique, c'est ça la mitzvah de Ve'avta l'ereacha kamocha. C'est vouloir trouver le bien chez les autres, et il dit plus que ça d'ailleurs, vouloir le bien des autres. J'ai envie que tu arrives à t'acheter une voiture dont tu rêves. J'ai envie. Ça me ferait tellement plaisir. Alors qu'aujourd'hui, c'est... Tu as vu, quand il gagne, le gars, purée. Et moi, je galère, j'aurais bien moi aussi aimé... Ouais, mais il a dû la prendre à crédit, de toute façon, il n'a pas d'oseille. Pourquoi tu parles comme ça? T'es fargen, j'adore ce mot, t'es fargen. Kiffe pour lui, kiffe pour lui, sois content pour l'autre. C'est ça le travail du juif. Être content, sa mère, comme ça dit le Rambam. Sois sa mère du tov de l'autre. Et ça, je vous dis, c'est un travail dans le chinour qui commence par nous, parce que les enfants, ils nous reproduisent. Mais même dans un couple, combien de fois les problèmes dans les couples, c'est quoi? C'est que les hommes, ils ont l'impression de galérer plus que les femmes, et les femmes, elles ont l'impression de galérer plus que leur mari. De galérer dans quoi? Ah, c'est moi. La femme, elle va te dire, moi, je fais tout le ménage. Moi je fais les courses, moi je fais à manger, moi je fais le linge, moi je fais...
Et le mari, tu l'écoutes seul, il te dit, moi je dois travailler dur pour ramener l'argent, et moi je dois m'occuper des enfants le soir pour les coucher, et moi en plus ma femme elle me demande d'aller étudier le soir, je dois sortir étudier, et j'ai dit, chacun fait ce qu'il doit faire. Pourquoi les deux vous êtes en train de vous plaindre alors que vous faites ce que vous devez faire? Si le mari il est en train de dire, ah j'en ai marre, c'est moi qui fais toute la vaisselle et tout le linge, etc. Et la femme te dit, c'est moi qui suis au collège toute la journée, ou qui travaille, ce truc. Et ça aussi ça arrive. Ça aussi ça arrive. Moi je connaissais un couple, vraiment, hein, qui, la femme est partie travailler le matin à 7h du matin. Elle rentrait le soir à 7h du soir. Le mari, à 7h du matin, il s'occupait, réveillait les enfants. Lui, il priait honnête. Après, il rentrait à la maison, il réveillait, il habillait les enfants, il préparait les goûters, il les amenait à l'école. Après, il allait étudier 2-3 heures. Après, il rentrait à la maison, il allait faire les courses, il s'occupait du linge, il s'occupait du repassage, il faisait à manger, il préparait le repas du soir, il préparait le Shabbat. J'ai dit, Olam Afour, c'est le monde à l'envers. J'ai dit, c'est quoi, Et Bekitsour, c'est pas un cas simple, mais parce que Hachem, il a dit que le monde il doit être géré différemment. Donc suis ce qu'Hachem t'a dit, parce que toi t'as envie, ou ce qu'elle a envie, je sais pas qui a envie. D'accord? Mais tout ça, c'est qu'un homme, il doit être content si un jour sa femme lui dit, ce soir je vais au restaurant avec une copine. La brio, t'es fargen. L'homme a guiana, elle mérite pas. Elle mérite pas, ta femme, qui se tue pour que la maison elle soit nickel, qu'une fois, elle va un peu se détendre. Et la même chose la femme. Si un jour ton mari dit, allez, j'ai envie d'aller faire un tennis. Mardi soir, j'ai un foot. Il dit, t'es fargeni. Sois contente pour lui. Pas dire, ouais, t'es jamais là le soir. Lundi, tu vas étudier. Mardi, tu vas au foot. Je te vois jamais. Pourquoi? D'accord ou pas? Ça, c'est Ve'avta lereacha kamocha. Pourquoi t'as pas dit ça quand j'ai parlé des... Ok. Allez, Chazak Avou. On fait quand même une ou deux petites halakhot de Sfirat HaOmer.